Yaorana, madame, monsieur, bienvenue dans ce journal. Voici les titres de ce lundi 15 juillet. La sécurité maritime et le développement économique seront au centre des discussions dès demain au 10e sommet des îles du Pacifique. En attendant, Moitai Broderson profite de son déplacement au Japon pour mettre en avant la filière du noni. Ils sont 720 jeunes à vivre des vacances inoubliables grâce à la saga. À Bora Bora, la 32e édition de cette opération de solidarité leur fait découvrir la voile et les activités nautiques, et des moments de joie et de partage précieux pour ces enfants des quartiers défavorisés. J-11 avant les Jeux Olympiques à Terre-Haut, l'organisation s'active sur le site des épreuves. Athlètes et partenaires ont désormais leurs accréditations. Nous vous emmènerons dans le village olympique dans quelques instants. Mais avant d'aborder ces titres, à 93 ans, Gaston Floss décide de passer la main. Bruno Sandras devrait assurer la présidence du Amwitaira Aotenuna Maohi, du moins jusqu'à l'organisation du prochain congrès du parti. Le Vieux Lion l'annoncera officiellement demain à 10h, une allocution que vous pourrez suivre en direct sur la page Facebook et le site internet de TNTV. Le noni au centre des priorités de Moitai Broderson au Japon. Le président de la Polynésie compte promouvoir cette filière en marge du 10e sommet des îles du Pacifique. Veitchare Nauta et Esther Parau-Cordet nous en disent plus. Grosse berline noire et garde du corps, Tokyo a sorti le grand jeu pour les îles du Pacifique. Ses dirigeants sont accueillis comme de grands chefs d'État. Le président Moitai Broderson est invité à une célébration par la fondation Sasakawa. Très important, la fondation Sasakawa est une des principales au Japon qui œuvre à la fois pour la paix et puis pour le respect de l'environnement. Aujourd'hui, c'est un jour férié particulier, c'est le jour des océans ici au Japon. Et d'être là, de pouvoir partager avec eux, de pouvoir exprimer notre vision des choses sur à la fois la paix et la protection de l'environnement, c'est important puisque derrière, il y a des coopérations qui peuvent se mettre en place. Les portes de la toute jeune société Partner Co s'ouvrent également au président du pays. Ces produits de la femme à couper traditionnels sont exclusivement réalisés à base de noni de Tahiti. Moitai Broderson visite une entreprise qui possède les capacités techniques pour multiplier sa production par 20. Nous devons augmenter nos prix et doubler la consommation. Il faut savoir que le noni était important il y a 10 ans. Aujourd'hui, la consommation est au ralenti. C'est pourquoi nous profitons du président pour promouvoir la filière pour nos futures générations. Les stratégies économiques devraient se poursuivre demain au sommet des îles du Pacifique. Le Japon prévoit d'intensifier sa présence dans le Pacifique en proposant un accord de sécurité maritime aux pays de la région. Après le noni au Japon, c'est le tapa qui intéresse à Londres, Rome et Paris. Hinatea Kolombani et Myriam Bono ont fait une tournée en Europe dans le cadre de travaux de recherche sur cette étoffe traditionnelle. Julien Panafieux et Wallis Glaise les ont rencontrés. Une ambiance inédite. Le son du vivo et du battoir à tapa résonne dans les rues de Paris. Un accueil qui s'inscrit dans la démarche culturelle initiée par Hinatea Kolombani et Myriam Bono pour réhabiliter le tapa. Pendant leur tournée en Europe, l'idée était de découvrir les collections de tapa et d'en tirer des enseignements. C'est la rencontre avec nos anciennes pièces de tapa, parce que en Polynésie, on a certaines pièces, mais encore une fois, c'est d'étendre notre vocabulaire, on a un langage visuel, on a vraiment quelque chose à raconter, et de se poser les questions pourquoi le motif était fait de cette façon-là, et même le battage, on se rend compte au fait que par rapport à certains battages, au fait, on réutilise la même technique, et donc on est sur le bon sens, quoi. Des collections conservées en Europe, à Rome, à Paris, au musée du Quai Branly ou encore à Londres au British Museum. Pour Myriam Bono, le tapa connaît un regain d'intérêt. Cet intérêt s'organise au niveau du Pacifique et où donc on assiste à un partage des connaissances, et des pratiques, puisque même si par exemple au Tonga ou à Samoa ils ont plus l'habitude de fabriquer du tapa, il y a certaines essences comme celle du mati qu'ils ne battaient plus ou qu'ils ne battaient pas. Donc il y a vraiment une synergie globale, je pense, à l'échelle du Pacifique sur le tapa, mais aussi dans d'autres domaines de reconquête, j'allais dire, du patrimoine culturel. En 8 ans, plus de 2000 personnes ont été sensibilisées au tapa au centre culturel Rioi à Papara, fondé par Hinatea Kolombani. Son ambition,
Rattacher le Polynésien et la Polynésienne à son histoire et à son passé, tout en ayant une vision claire de son avenir, et l'avenir semble prometteur. Nous, notre rêve, au fait, avec Moé du Centre culturel, c'est que toutes les familles polynésiennes se réapproprient les gestes et aient encore ces outils-là à la maison. Au final, en discutant avec certaines familles, ils se rendent compte qu'ils ont un battoir dans leur famille depuis des années, mais ils ne savaient pas utiliser, ils pensaient que c'était une massue. Alors on leur explique que non, c'était un battoir à tapa et que peut-être que tes ancêtres faisaient du tapa, justement. Ta grand-mère était sûrement spécialiste tapa. Et c'est ça notre objectif, c'est de réconcilier le passé avec justement le présent, mais surtout de projeter sur l'avenir. Nous, on va conquérir le monde avec le tapa, c'est clair. Et pour conquérir le monde avec le tapa, Hinatea Kolombani travaille actuellement sur une étude de préfaisabilité pour l'élaboration d'une filière dédiée au tapa en Polynésie. Retour au Fénois, à Bora Bora, où des dizaines de jeunes profitent des vacances solidaires organisées par la Saga. Ils sont 720 à en bénéficier à tour de rôle sur 5 semaines. Leurs Philibert Tiarenui Pahuiri Philippon et Jessica Doucet ont assisté à l'ultime journée de l'équipe de la deuxième semaine. Regardez. Temps pluvieux, mais enfants heureux au Motu Piti Aau de Bora Bora. Après une semaine sur l'île, l'équipe de la deuxième semaine profite de sa dernière journée de vacances avant le départ. J'ai eu une bonne mamie, un beau papy, là-bas on peut faire parce que tout ce qu'on veut, c'est bien. Je me suis fait plein d'amis. On a laissé on se baigner, on a laissé plonger. Chez moi, c'est chez les coquillages, dans la mer. Je me rester ici pendant l'éternité. Tout au long de la semaine où le vent a fait défaut, mais pas la pluie, les participants ont pu se familiariser avec les différentes embarcations et jeux aquatiques. L'école de voile leur prête pas moins de 45 hobbycats, 25 optimistes, 20 kayaks, 12 paddles, 14 moniteurs sont aussi volontaires pour partager leur passion de l'océan avec les enfants. On s'amuse bien, on fait des trucs, des expériences vraiment bien, genre naviguer, il y en a beaucoup qui n'ont jamais fait. Et en plus, vous voyez là, c'est beau, hein. Et là encore plus, il y a la mer, tout est beau. Ouais. À la famille d'accueil aussi, c'est bien, les gens ils sont accueillants, tu te sens un peu comme chez toi. Au début, tu es un peu gêné, c'est pas chez toi, mais après ça passe quoi. Ouais, c'est bien. Et en plus, on est bien nourris. Moi qui aime manger, c'est top. Répartis dans 42 familles d'accueil autour de l'île, les participants terminent leur séjour en remplissant des cartes de remerciements pour leurs parrains. Que des remerciements et pour certains, pour ceux qui vivent dans les familles très défavorisées, ils racontent un peu leur histoire personnelle. Au terme des 2 premières semaines de cette 32e édition de la Saga, la première entièrement coordonnée par Tina Liu, les organisateurs sont ravis. On voit bien aujourd'hui, par exemple, il y a des enfants qui demandent à revenir. On voit qu'ils se sentent appréciés et rassurés aussi à la Saga par cette belle équipe d'encadrement que nous avons chaque jour. Ce lundi, enfants et encadrants ont reçu la visite du maire de Bora Bora, Gaston Tongsang, venu leur souhaiter un bon séjour. On ouvre à présent notre page consacrée aux Jeux Olympiques. Passage obligatoire pour les athlètes et les différents partenaires de l'événement, le centre d'accréditation de Terre-Haut. Il a ouvert ses portes ce week-end. Valentine Vassel et Davidson Bennett se sont rendus sur place. Ils sont 9 volontaires et 4 membres de l'organisation à travailler ici, au centre d'accréditation des JO à Teahupo'o. Leur mission, délivrer le Saint Graal à toutes les personnes qui vont œuvrer pour l'événement. Les autres membres du staff, prestataires, délégations et même athlètes devront tous passer par là pour pouvoir accéder à différentes zones bien délimitées. Alors, il y a plein d'accès, il y a l'accès au plan d'eau, c'est celui que tout le monde attend. Il va y avoir les accès aussi sur la base vie athlète qui est un peu différent. Il y a l'accès aussi à toute la zone logistique. Donc voilà, tout ça c'est des questions de codes, de couleurs, de numéros et qui vous donnent accès à toutes ces zones-là. Les journalistes et partenaires de l'événement, déjà recensés par l'organisation, n'ont qu'à présenter leur pièce d'identité pour imprimer leur accréditation sur place. On accueille d'abord les personnes, on récupère leur pièce d'identité, on vérifie leur identité du coup. On la rentre dans la base de données, on trouve l'accréditation, on vérifie que tout est bon. Souvent le problème minime qu'on va avoir c'est une photo qui manque.
Et donc du coup, on peut prendre la photo directement sur place. Et après, on imprime l'accréditation, on la plastifie et puis on la donne. Après avoir récupéré leurs précieux passes, les volontaires se voient remettre leur uniforme. Donc ils repartent aujourd'hui avec un pack vraiment complet. Pour certains, ils repartent avec une montre, ceux qui n'avaient pas pu la récupérer avant. Et ils ont également 4 polos, 2 pantalons modulables, donc ils peuvent adapter en short, une paire de chaussures, un sac de conditionnement, une veste également modulable qu'on peut mettre aussi en gilet et 4 paires de chaussettes. Voilà, c'est un beau pack pour bien commencer la mission. Avec plus de 1000 accréditations à fournir et environ 270 volontaires à équiper, les prochains jours au centre d'accréditation promettent d'être bien chargés. Voilà, on referme notre page des Jeux Olympiques. Vous l'avez sans doute vu dans nos journaux d'hier, une maison a été ravagée par les flammes à Tiperuí. Le voisinage a lancé un appel aux dons pour venir en aide à la famille sinistrée. Si vous voulez leur apporter votre aide, vous pouvez joindre le numéro qui s'affiche en bas de votre écran, le 89 55 55 90. Côté agriculture, le poux du cocotier pourrait bien faire des ravages dans les prochaines années si aucune mesure n'est prise rapidement. Ce parasite attaque les différentes variétés de cocotiers, mais aussi les cultures de vanille. Les détails dans ce reportage de Ronnie Moufat. Aspidiotus destructor, un nom digne d'un titre de film d'horreur, mais en réalité, il est celui d'un parasite redoutable qui attaque principalement les cocotiers. On l'appelle également le poux du cocotier. Malheureusement, il ne se limite pas à cette culture. Il affecte également les plantations de vanille. Et si rien n'est envisagé rapidement, la filière vanille pourrait subir des pertes économiques majeures et une baisse de la production locale. Comme je disais à la présentation, c'est un polyphage, donc ça veut dire qu'il va sur de nombreuses plantes et il est connu pas seulement sur cocotier, il est connu aussi sur bananier, avocatier et d'autres arbres fruitiers. Une nouvelle qui inquiète Marie-Claude, vanillicultrice dans la commune de Toumara. Jamais elle n'avait entendu parler de ce poux du cocotier avant aujourd'hui et ne sait même pas comment l'identifier dans ses plantations. Non, c'est la première fois que j'entends. Et tu as déjà vu des vanilles où justement ça ressemble un peu à cette maladie? Oui, quand tu m'as dit tout à l'heure. Après, tu ne sais pas si c'est ça? Ouais. Le poux du cocotier, lui, c'est une cochenille à carapace et c'est à base de cire. Et en fait, la cire est durcie quand l'insecte devient adulte. Donc c'est pour ça que c'est difficile de lutter contre cet insecte. Si le mildiou provoque la chute des gousses face à cette nouvelle menace, la vulgarisation et la sensibilisation des agriculteurs de vanille deviennent indispensables. Mais une question demeure, si rien ne peut arrêter la prolifération du parasite, quel est l'avenir de la culture de vanille à l'état naturel ou sous ombrière? Seul l'avenir nous le dira. En sport, pour briller lors des Jeux du Pacifique de 2027, la fédération de basketball mise sur l'avenir. Les meilleurs joueurs des U15, U18 et U23 sont réunis pendant les vacances pour un stage intensif. Voyez ce reportage d'Oriano Tefo. Ici, on travaille les séquences de jeu à un rythme intensif. Âgés de 14 à 20 ans, tous espèrent un jour côtoyer le haut niveau. Parmi eux, Manaiki Doum. Du haut de ses 15 ans et surtout de ses 2 mètres, il continuera ses études et son sport en août en France. Ça ne me fait pas peur de partir. Je suis déjà habitué à être tout seul déjà. Je mets toutes les chances de mon côté pour réussir. Je m'entraîne souvent. Ce sont pratiquement 70 à 80% des joueurs qui seront dans cette sélection en 2027 et 2032. Donc vous avez pu voir ce soir et toute l'intensité que les gamins mettent sur les séances. Donc après, il faut peaufiner, il faut s'entraîner. 6 Tahitiens sont revenus des pôles espoirs de métropole. En parallèle des études, Veikua et Naoura ont joué toute la saison dans leurs clubs respectifs, le CTC Isère et le LV Voiron. Quand on est arrivé, c'était un peu dur avec l'éloignement des parents, de l'île. Mais après, au fil du temps, on a dû s'y habituer pour sortir de notre zone de confort. La température là-bas, elle change beaucoup. Chaque année, il y a l'hiver, le printemps, l'été. C'était quand même dur à s'adapter à ça. Et les entraînements, durant les entraînements, c'était dur quand même aussi au début. Après, on s'est habitué au fil du temps. Et pour les études, c'était quand même compliqué cette année, mais j'ai su faire face à ça. Ils viennent avec une maturité en plus, avec une progression et puis surtout des comportements de grands garçons. Et là, c'est important. Donc voilà, en un an, ils ont bien changé.
Et c'est de bon augure d'ailleurs, non seulement pour eux, mais en plus pour notre basket, quoi. 2 heures d'entraînement intensif tous les soirs, malgré la rigueur, la discipline et les sacrifices exigés, l'élite de demain est déterminée à décrocher son rêve. Et en cette période de vacances scolaires, vous êtes nombreux à envoyer vos enfants en centre de loisirs. Pour les divertir, ces centres tentent d'innover en proposant de nouvelles activités. Rarhaumaha et Heimanu Manuthei. Du lundi au vendredi, les enfants de ce CLSH sont accueillis à partir de 6h30. Les activités qui sont proposées conviennent aux enfants de 3 à 17 ans. Elles leur permettent surtout de s'occuper durant les vacances. Rester ici, à la maison, on s'ennuie, on n'a rien à faire et ici on peut faire tout ce qu'on veut, on a des jeux de société. Des jeux de société à l'apprentissage d'activités culinaires telles que la recette du pain perdu. Le centre propose également des inédits. Là, par exemple, les enfants vont découvrir l'escrime, s'ils n'ont jamais fait, découvrir le vataillé, qu'ils vont pratiquer. On compte également faire découvrir aux enfants, redécouvrir plutôt aux enfants le papier, la lecture, le livre, quoi. Et pourtant, les enfants ne sont pas les seuls à apprendre de ces apprentissages. C'est aussi le cas de Rose qui prépare son BAFA niveau 2. Je suis évaluée tous les jours par la directrice et les enfants. On attend de moi que je sache savoir accompagner les enfants d'un endroit à un autre. Les enfants m'évaluent aussi par rapport aux activités que je prépare pour eux dans la journée, ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas. Il faut avoir beaucoup de patience avec eux, beaucoup de confiance en soi. Au terme de ce centre de vacances, Rose pourra valider son brevet d'aptitude aux fonctions d'animatrice. Les enfants, eux, auront acquis de nouvelles connaissances tout en s'amusant. Et on referme ce journal par un mot de littérature. Maeva, Nulle part, c'est le titre du dernier roman de Muraro. Et cet écrivain qui a grandi au Gambie raconte l'histoire de Manuthei, de ses difficultés familiales à son expérience militaire. Le quadragénaire a du mal à trouver sa place dans la société. Vous pouvez vous procurer ce roman édité par Au Vent des Îles dans les librairies de Tahiti. Nous arrivons au terme de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans quelques minutes, voyez Terre Hupo, une terre, une histoire, puis 2 épisodes de la série Les Bracelets Rouges. Excellente soirée à tous, on se retrouve demain à 18h30. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.